La historia es nuestra y la hacen los pueblos. En puantis par les gaz lacrymogènes, les policiers continuent de ratisser le boulevard Saint-Michel. Ils s'engouffrent dans la rue Cujas, ils ratissent vraiment un coup de matraque. Attention François, il y a un pavé. Je sais pas si vous avez remarqué, mais dans pas mal de livres d'histoire qui parlent des mouvements sociaux ou d'émancipation en général, très peu parlent des mouvements de libération homosexuelle. Alors justement, on va en parler aujourd'hui, et on va faire un focus sur le Front homosexuel d'action révolutionnaire, le phare. Bonne écoute! Je voudrais que le père Guinchat réponde tout de même, on l'a presque mis en cause. Au fond, qu'est-ce que font les prêtres devant un homosexuel? Qu'est-ce que vous faites quand on vient vous trouver en vous disant « je suis homosexuel », qu'est-ce que vous leur dites? Est-ce que vous les rassurez aussi? Vous voulez répondre? Je suis un petit peu gêné pour répondre à cette question. Comme prêtre, je fais partie d'une église. Et j'essaie d'être fidèle à un Dieu qui a donné un certain modèle de vie, qui n'est pas imposé, mais pour être de la maison, il faut tout de même marcher dans le sens de ce modèle de vie. Après cela, il y a le fait concret. Je rejoins tout ce qui a été dit quand on a parlé de la souffrance de certaines situations. Alors là aussi, moi, j'accueille beaucoup d'homosexuels, mes confrères également, qui viennent parler de leur souffrance. À cette souffrance-là, on ne peut pas être insensible. Ne parlez plus de votre souffrance. Oui, écoutez, alors là, je dis qu'il y a une chose tout à fait extraordinaire qui se passe, puisque la foule a envahi la tribune et que des homosexuels de tout ordre, hommes et femmes... On est le 10 mars 1971, à la radio, sur RTL, dans l'émission Allô Méni. La journaliste Méni Grégoire consacre une émission au douloureux problème de l'homosexualité. Une émission alors en public à la salle Pleyel. Elle reçoit les spécialistes de l'époque, et à ses côtés il y a notamment André Baudry, le fondateur d'Arcadie, la première association homosexuelle de France, fondée en 1954. Mais lorsque Méni Grégoire donne la parole au père Guinchat, ces mots sont insupportables pour certains spectateurs et certaines spectatrices. Parmi ces gens, quelques-unes décident de prendre la parole. Ce sont des femmes lesbiennes, exclues quelques semaines plus tôt d'Arcadie, car elles étaient trop politisées. Faut comprendre que dans le langage d'Arcadie, trop politisé, ça veut dire trop à gauche. Certes, le mouvement d'Arcadie prenait la défense des homosexuels, mais c'était un mouvement politiquement et socialement conservateur. Pour avoir un aperçu de la pensée d'Arcadie, on peut mettre en exergue le fait qu'il réfutait le terme d'homosexualité au profit d'homophilie, et ce, dans le but de retirer une connotation perçue selon ses membres comme outrancière, et c'est cette connotation qui serait, selon eux, une des causes du rejet des homosexuels par la société. C'est donc le soir du 10 mars 1971, après l'intervention chez Méni Grégoire, que le Front homosexuel d'action révolutionnaire voit le jour. Pour comprendre au mieux ce qu'est le phare, il faut d'abord se représenter ce que signifie être homosexuel en France en 1971. À l'époque, Paris est considéré comme la capitale de l'homosexualité. La France était l'un des pays où les homosexuels pouvaient vivre le plus librement du monde. Mais ça, c'était surtout dans un certain imaginaire fantasmé. Certes, la dépénalisation du crime de sodomie date de 1791, mais en 1942, premier retour en arrière. Le régime de Vichy inscrit dans le code pénal une distinction entre hétéro et homo, portant la majorité sexuelle pour les actes hétéros à 13 ans et à 21 ans pour les actes homosexuels. L'acte d'homosexualité devient un acte impudique ou contre nature, selon les termes. Ceci est réaffirmé par le gouvernement provisoire de la République française à la Libération comme délit d'homosexualité. Aussi, en juillet 1960, un sous-amendement de Paul Mirguet, député catholique conservateur, vient faire de l'homosexualité un fléau social au même titre que l'alcoolisme ou la tuberculose par exemple. Et les militants du phare d'ailleurs n'hésitent pas à faire de cette catégorisation un slogan comme on peut l'entendre maintenant. L'une des mesures pour lutter contre ce fléau social est la peine d'outrage public à la pudeur, et cette peine se voit alors doublée.
La répression policière et pénale de certains actes homosexuels atteint donc son apogée en 1961, l'année après l'amendement Mirguet, avec pas moins de 442 condamnations prononcées. Cependant, l'historien Julian Jackson vient nuancer cela. Il explique que s'il est plus difficile d'être homosexuel en France après 1945, la raison en est moins la loi que le climat moral dominant. Et c'est bien à cette morale que le phare va s'attaquer. Mais pourquoi ne pas réagir juste après l'amendement Mirguet en 1960 ? Pourquoi en 1971 précisément ? C'est à ça qu'on va essayer de répondre maintenant. On pourrait voir en mai 68 un des éléments déclencheurs à retardement, certes, du mouvement homosexuel. D'ailleurs, Alain Prick, ancien membre du phare, décrit le front comme l'enfant de mai 68 avec comme grande sœur ou marraine le mouvement féministe. L'enfant de mai 68 dans sa façon de dire merde à une société bourgeoise, ça c'est clair. Alain Prick fait peut-être aussi référence au comité d'action pédérastique révolutionnaire qui, dans les amphis de la Sorbonne, en 1968, prônait une révolution sexuelle. Mais ce mouvement passe alors inaperçu auprès des médias. Le militant fait également référence au mouvement de libération. Je pense que si maintenant on a pu apparaître publiquement le phare, c'est vrai que c'est dû, à mon avis, essentiellement à la brèche qui a été ouverte par le MLF. C'est-à-dire au moment où il a été dit aux gens, on va partir de ce qu'on est et pas simplement de nos idées politiques et tout ça. Le MLF, un mouvement né du Women Lib dans les années 60 aux États-Unis, et il se structure en France à partir de 1967 avec le FMA, Féminin Masculin Avenir, puis ce mouvement se restructure en 1970 autour du principe de non-mixité et devient Féminisme Marxisme Action. Le FMA est, selon l'historienne Michèle Zancarini-Fournel, le socle idéologique du MLF. Mais bien plus encore, l'influence est américaine. Le 28 juin 1969, des policiers new-yorkais faisaient un raid dans le Stonewall Inn, un bar gay miteux géré par des mafieux du quartier de Greenwich Village. Aux États-Unis, être homo est alors considéré comme une maladie mentale et par conséquent interdit dans le pays. La communauté LGBT est régulièrement ciblée par la police. Mais dans la nuit du 28 juin 1969, les clients du Stonewall n'ont pas baissé la tête face aux forces de l'ordre. Ce fut le début de 6 jours d'émeutes et de la structuration du Gay Liberation Front, dans lequel le phare puise ses sources. Gilles Châtelet, ancien phariste, raconte qu'il a participé à mai 68, mais que c'est davantage son voyage en Californie en 1969 qui l'a poussé à s'investir au phare, afin de retrouver l'ambiance des États-Unis. Aussi, le climat intellectuel autour des homosexuels pousse à la formation révolutionnaire, à cette volonté d'unir à la fois libération homosexuelle et révolution. Un des ouvrages que l'on peut citer, c'est le Gay Manifesto, un ouvrage phare du radicalisme homosexuel américain, publié en 1970 par Carl Wittmann. Ce manifeste trace la voie à suivre. Il faut unir les luttes des opprimés. Il faut pour lui associer engagement révolutionnaire radical et émancipation homosexuelle. Carl Wittmann veut donc unir les luttes. Et selon le sociologue américain Lewis Alfred Kozer, le mieux pour créer et unir un mouvement social, c'est d'avoir un ennemi commun. Et le phare en a un en particulier, la morale. Pour la première fois avec le phare, l'homosexualité arrive au centre d'un programme politique. Ce n'est plus une annexe. Le front va se construire tout d'abord contre un modèle de société hétéro-bourgeois. Comme l'a dit Julian Jackson, c'est surtout la morale qui mène la vie dure aux homosexuels en France. Toute morale dominante étant le produit d'une société, les membres du phare vont donc choisir de désintégrer, selon leurs propres mots, cette société bourgeoise. Comme le veut la formule du sociologue Maurice Crozier, on ne change pas une société par décret. Pour le phare, c'est la même chose. Faire bouger le droit ne changera rien si la société ne change pas elle-même. De ce fait, plus que de lutter pour acquérir des droits, ils choisissent de lutter contre cette morale hétéroflique. Les militants l'expliquent d'ailleurs très bien, et le mieux c'est de les écouter. Nous étions toujours confrontés avec une morale qui n'est pas faite pour nous, puisqu'elle est la morale de la famille bourgeoise hétérosexuelle, dont notre existence est la preuve d'une sorte de contradiction interne. Faut pas insister trop là-dessus aussi, mais quand même, nous ne nous reproduisons pas. Par conséquent, nous ne perpétuons pas les biens de la bourgeoisie. L'héritage avec nous, c'est foutu, il n'y en a plus. Bon, de toute façon, ce que nous reprochent surtout les hétérofliques, c'est évidemment que ce soit eux qui nous ont fait, et qui nous feront encore, et qui nous feront des petits, etc. Cette morale ne nous convient pas. La structure de base de la société, la famille, ne nous convient pas. La société, donc, ne nous convient pas non plus. Par conséquent,
la seule position politique possible est une position révolutionnaire. Pour essayer de gagner en visibilité, le Phare participe à la rédaction du numéro d'avril de Tout, un journal à tendance maoïste. On peut lire en une du journal quelques-unes des revendications. Oui, notre corps nous appartient. Avortement et contraception libre et gratuite. Droit à l'homosexualité et à toutes les sexualités. Droit des mineurs à la liberté du désir et à son accomplissement. Ce numéro est saisi par la police pour pornographie et le directeur de la publication, le bien connu Jean-Paul Sartre, est poursuivi en justice. Finalement, le Conseil constitutionnel annule la procédure pour atteinte à la liberté d'expression. Le numéro de Tout attira un grand nombre de nouveaux venus, surtout des hommes, aux assemblées générales dans un amphithéâtre de l'école des Beaux-Arts, rue Bonaparte, tous les jeudis soirs. Le Phare veut donc une libération totale des mœurs bourgeoises, et les militants vont aussi très loin dans cette volonté de jouir sans entrave, et vont jusqu'à prôner un droit à la pédophilie. Ce n'est pas dit dans ces termes, évidemment, mais c'est assez explicite et cela fait partie de leur première revendication sur la une de Tout. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on trouve le droit des mineurs à la liberté du désir et à son accomplissement, ce qui laisse peu de doute sur le sens de la formule. Comme le voulait Karl Wittmann dans son Gay Manifesto, le Phare intègre la lutte des classes dans son appareil idéologique. Le problème des homosexuels affirmés, tels Cocteau, Gide, etc., n'est qu'un problème de mystification encore, parce que ces gens-là ont réservé l'homosexualité à une élite, la mafia des homosexuels. Bon, alors que, en fait, les homosexuels riches, les homosexuels intelligents, les homosexuels qui peuvent défendre ce qu'ils ont dans les tripes. Mais en fait, quand on regarde, et c'était dans le dernier numéro de Tout, ça y est, ce sont les homosexuels ouvriers qui se font embarquer. Hein. C'est pas ceux qui ont de quoi se payer un petit micheton au drugstore, c'est pas vrai. L'affirmation publique de l'homosexualité, en tant qu'on la revendique pour tout le monde, pas simplement pour une élite artistique, en tant qu'on la cache pas derrière la forme poétique, derrière la forme littéraire, etc., qu'on la fait sur la place publique comme un problème qu'on ressent directement, ça n'a rien à voir avec l'aveu honteux, plus ou moins complice, entre bourgeois, au moyen de la littérature, plus ou moins avec des sous-entendus, etc. Il y a la statistique du ministère de l'Intérieur sur les condamnations pour homosexualité, c'est-à-dire soit outrage à la pudeur avec des personnes du même sexe, soit détournement de mineurs du même sexe. Eh ben, il y avait 143 ouvriers sur 300 condamnations pour l'année 67. Toujours dans le numéro de Tout, les militants s'expriment d'ailleurs sur le sujet. Il n'y a pas de rapport possible entre l'homosexualité et la lutte révolutionnaire. C'est du moins ce que pensent beaucoup de gauchistes. Les homosexuels révolutionnaires, après avoir parlé avec eux, ont décidé de réfuter leurs objections les plus graves et d'aller enfin au fond des choses. Ici, on voit clairement que le Phare ne se situe pas qu'en opposition avec la société bourgeoise, mais il se situe également en opposition avec les partis que l'on pourrait nommer de gauche traditionnelle. Mais alors, problème, nos rapports avec les différents partis de gauche. Et là, nous nous sommes trouvés, dans la même. Les groupes gauchistes, les partis, tout ce que vous voulez, de toute façon pour nous, c'est à peu près dans le même panier par rapport à l'homosexualité. C'est-à-dire que dans les groupes gauchistes ou ailleurs, de même que les femmes sont toujours traitées comme des êtres subalternes et inférieurs, les homosexuels également. C'est qu'il y a un an, à VLR, il était question que j'aille militer dans une des unités de VLR, puisque c'était une organisation, et cette unité c'était Flins. Et que les camarades de Flins, quand ils ont appris que je devais aller militer à Flins, ont dit un PD, il n'en est pas question. Moitié d'entre eux disant, bon, c'est pas qu'on soit contre, mais ça choquera les ouvriers, c'est-à-dire jouant le rôle d'écran entre les ouvriers et les PD, comme si un PD, tu vois, si j'avais jamais couché avec des ouvriers par exemple, ce qui est tout de même un autre rapport que le leur avec leur tract à la porte de la boîte. Bon, et puis l'autre moitié disant tout simplement que c'était un vice dû à la dégénérescence bourgeoise et qu'il n'était pas question d'admettre. D'ailleurs, au cours d'un meeting public du PCF le 21 janvier 1972, ils firent enrager le chef de l'époque, Jacques Duclos, en l'interpellant sur la politique du parti vis-à-vis de l'homosexualité. Le Phare se construit également contre un modèle de défense des homosexuels qui ne leur convient pas. Les militants sont en rupture totale avec le modèle d'Arcadie. Il ne faut plus s'enfermer, il faut sortir des ghettos qui ont été créés et investir l'espace public, comme le dit cette militante. Nous voulions faire quelque chose d'assez différent de ce qui existait des mouvements homosexuels. Jusqu'ici, il n'y avait eu que la constitution d'un certain nombre de ghettos. Très peu en Europe, mais enfin pas mal en Amérique. Ghettos genre dancing, endroit où on peut faire des rencontres pour baiser, mais surtout un endroit où enfin nous libérons
les rues au lieu de montrer notre sexualité dégoûtante autant que nous soyons parqués. Ça ne nous plaisait pas. Ce que nous avons voulu, c'est avoir un contact avec les autres. Il pointe notamment les groupes de parole d'Arcadie. Certes, Arcadie aide à vivre son homosexualité intérieurement en se regroupant, mais il n'y a pas de prise directe avec le réel, pas d'insertion dans la société. Françoise Daubonne, militante emblématique du phare et du féminisme, en s'exprimant sur le sujet de la différence entre le phare et Arcadie, a ainsi déclaré d'une manière très claire. Vous dites que la société doit intégrer les homosexuels, moi je dis que les homosexuels doivent désintégrer la société. Une phrase qui nous paraît d'une radicalité inouïe aujourd'hui, mais bien légitime et à la mesure de ce que la société faisait vivre aux homosexuels en 1971. On vient de le dire, le phare se construit contre ceux qui le détestent. Mais il commence aussi à se construire contre celles qui l'ont créé. Et très rapidement, le Front homosexuel d'action révolutionnaire commence à se désintégrer. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un mouvement fondé par des femmes. Et ces femmes sont rapidement invisibilisées au sein du mouvement. La majorité des nouvelles recrues, amenées par le magazine Tout en particulier, étaient des hommes, dont la vision de la sexualité et de l'amour était très éloignée de celle des femmes. Pour prendre un exemple particulièrement parlant, pointé par l'historien canadien Michael Sibalis, au tout début du mouvement du phare, lors d'un week-end de réflexion hors de Paris, les hommes partirent en ville à la recherche d'aventures sexuelles, tandis que les femmes restèrent entre elles pour débattre et savoir si la libération sexuelle, au fond, ne signifiait rien d'autre que la possibilité d'avoir des partenaires sexuels multiples. De plus, les femmes étaient consternées par le machisme ambiant. Régulièrement, des hommes demandaient qu'est-ce que les femmes viennent faire ici. Les femmes se sentaient dépossédées de l'organisation qu'elles avaient elles-mêmes fondée. Elles décident en toute logique de créer le mouvement Gouine Rouge dès avril-mai 1971. Un autre groupe se créera plus tard en 1972, les Gasolines. 2 ans plus tard, en février 1974, la police interdit les réunions à l'école des Beaux-Arts. Le phare passe donc dans la clandestinité. De désaccord en désaccord, le front scissionne le 14 décembre 1975 en 3 groupes de libération homosexuelle. Le GLH politique et quotidien, avec une orientation radicale et politique. Le GLH groupe de base, avec une orientation, elle, beaucoup plus réformiste. Et enfin, le GLH 14 décembre, qualifié de libertaire antiféministe. Il est clair, et on va tous se mettre d'accord, qu'il ne faut pas faire du phare un mythe. Le Front homosexuel d'action révolutionnaire, durant ses 4 petites années d'existence, n'a finalement eu que peu d'importance factuellement. En même temps, ce n'était pas tellement leur objectif, comme nous l'avons dit plus tôt, le but principal était de faire bouger la morale et changer le fond de la société. Est-ce qu'ils ont réussi? Ça, pas forcément sûr. De plus, si nous avons tant l'impression que le phare eut une incroyable importance, c'est que la bibliographie sur le sujet a été construite en abondance par des anciens militants du phare, notamment Guy Hockenheim. Il a eu tendance à très peu mentionner Arcadie par exemple. Le phare a en fait surtout laissé des traces dans les imaginaires, une radicalité très forte qui est tout de même un symbole marquant d'une époque et de la prise de parole des homosexuels dans la société. Cette prise de parole s'est aussi faite dans la rue, et pour la première fois en France, le 1er mai 1971, la communauté LGBT du phare se joint à la manifestation, dans un cortège à part du fait de l'opposition de la CGT selon laquelle c'est une tradition étrangère à la classe ouvrière. Ils se retrouvent donc pour défiler fièrement dans les rues de Paris, une manifestation qui annonce les Prides à venir. La première manifestation indépendante a lieu le 25 juin 1977. Mais ce que le phare nous laisse n'est pas entièrement glorieux. Dans cette volonté de jouir sans entrave, le phare, avec l'aval de tout un monde culturel à l'époque, a participé à une légitimation et à une promotion de la pédophilie comme nous l'avons expliqué un peu plus tôt. Guy Hockenheim était par exemple co-signataire en 1977 d'une tribune, d'abord dans Le Monde, puis dans Libération, pour défendre 3 hommes incarcérés depuis plus de 3 ans pour avoir abusé sexuellement de mineurs de moins de 15 ans. 3 ans de prison pour des caresses et des baisers, cela suffit, écrivait-il. Cette question de l'inventaire de la révolution sexuelle post-68 n'a que récemment été mise au centre du débat. Notamment en 2018, Malka Markovic a publié chez Albin Michel un ouvrage sur l'autre héritage de mai 68, la face cachée de la révolution sexuelle. Et dans ce livre, elle interroge très justement le rôle des années 68 et des phénomènes qui ont permis une certaine intellectualisation de la pédophilie, une pédophilie culturelle et sexy qui a permis à des personnes comme Gabriel Matzneff de sévir tranquillement sous le regard admirateur de tant d'autres. Tristement d'actualité. Un dernier petit mot, soyez fiers de qui vous êtes. Amour et point levé.
On se quitte en chanson. Dans le monde sans prétention, on a mauvaise réputation, qu'on se démène ou qu'on reste quoi, tout le monde nous montre du doigt. On ne fait pourtant de tort à personne, si on est un gars et qu'on aime un homme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on mette ailleurs que notre queue. Non, les braves, j'en aime pas que l'on mette ailleurs que notre queue. Tout le monde se rue sur nous, mais notre patience est à bout. Qu'on aime une fille ou un gars, cela ne vous regarde pas. Il faudra vous faire une raison de la chose. Nous ne porterons plus le triangle rose. Au grand jour nous apparaissons, et vive la révolution. Au grand jour nous apparaissons, et vive la révolution.